Terre à Terre, le magazine de l'environnement. Ce matin, rencontre avec Suzanne Georges. Votre dernier livre, publié aux éditions du Seuil, s'appelle « Les usurpateurs ». La première phrase, c'est « Nous sommes cernés ». Oui, nous sommes cernés parce que ces entreprises qui prennent le pouvoir sont partout. Et où qu'on regarde, que ce soit au niveau national, ça les gens le savent, qu'il y a des entreprises qui sont très actives au niveau de M. François Hollande, par exemple, ou du Parlement. Mais au niveau européen, il y a des milliers, au niveau des Nations Unies et maintenant au niveau de la politique, parce que je fais un long chapitre sur le traité transatlantique. Je suis sûre que nous allons en parler. Et c'est vraiment faire de la politique. Nous sommes entourés de ces personnes très organisées qui savent exactement ce qu'elles veulent et qui prennent tous les moyens pour l'obtenir. Donc c'est très difficile parce que les citoyens, d'une part, ne sont pas toujours au courant. C'est là où j'espère intervenir pour qu'ils le soient. Et ne voient pas très bien, et je dois avouer moi non plus, comment contrer tout cela. C'est difficile. On arrivera à parler de ça aussi, sûrement. Mais c'est difficile de dire, bon, contre ces entreprises, vous pouvez faire telle ou telle chose. Parce que si c'est la politique, on sait à peu près comment s'y prendre. Oui, mais là, tout de même, Suzanne Georges, vous donnez déjà un outil important. Vous parlez de la lucidité nécessaire. Et de fait, ce livre contribue à rendre les choses plus claires. Vous dites, les gens ne sont pas au courant. C'est vrai en partie, c'est surtout qu'ils ne comprennent pas bien ce qui se passe. Parce que, de fait, c'est extrêmement trouble et difficile à saisir. Alors peut-être pourrions-nous commencer par expliquer ce que vous entendez par ce mot usurpation, qui est un mot très fort. Oui. Quand on usurpe le pouvoir, on le prend de manière illégitime et on l'exerce de façon illégitime. Que ce soit le roi autrefois, que ce soit telle ou telle personne placée dans un office par la féodalité ou dans tout système, il y a des personnes qui agissent au nom de l'État. Et ça commence à manquer parce que ces entreprises interviennent à tous les niveaux, interviennent politiquement et même ont le toupet, l'outrecuidance, on pourrait dire, d'annoncer qu'elles sont légitimes et que c'est elles qui vont faire ça beaucoup mieux que quiconque et qui, à Davos, le disent ouvertement, parce que ça, c'est un dernier chapitre, avec une initiative pour redessiner le monde, le Global Redesign Initiative, et ils disent que le multilatéralisme, c'est fichu, c'est fini, tous ces G8, G20, G ceci et cela, ça ne fonctionne pas. Les États, singulièrement ou ensemble, ne sont pas capables de mener les affaires du monde. Nous, à Davos, nous savons le faire et nous réunissons beaucoup de gens autour de nous. Nous en avons maintenant, je crois qu'ils ont ajouté, depuis que j'ai publié, encore 200 personnes, donc ils sont environ 1500 personnes qui réfléchissent à comment mener le monde. Et on sait que quand Davos a une idée, 2 ou 3 ou 4 ans après, ça entre dans les faits politiques. Alors, je vous ai laissé raconter cette histoire jusqu'au bout, Suzanne Georges, mais c'est presque un peu tôt quand même. On est à 5 minutes du début de l'émission. Oui. On a encore pas mal de choses à raconter avant d'arriver à ce climax. Sûrement. Alors, On va recommencer avec le début. Usurpateur, c'est le pouvoir illégitime et j'estime que de différentes manières, et ce n'est pas seulement que je l'estime, je crois que je le prouve, les entreprises sont au quotidien en train de voir les moyens de prendre ce pouvoir, ne voulant pas gouverner elles-mêmes, mais gouverner à travers un certain nombre d'instances. Et quand les instances ne leur conviennent pas, comme c'est le cas pour le judiciaire, par exemple,
Il faut s'y substituer. Mais ce n'est pas le cas le plus fréquent. Le cas le plus fréquent, c'est d'intervenir dans la rédaction des lois et ne faire le travail, soit que quand il s'agit du niveau international où l'État ne peut pas être touché. Ces entreprises que vous évoquez, vous les appelez des transnationales, oui, et non pas des multinationales. On pourrait dire les deux, mais j'ai tendance à utiliser la terminologie des Nations Unies qui est transnationale parce que toutes les agences spécialisées comme l'Organisation mondiale de la santé ou autres, elles disent toutes transnationales. Et puis, je trouve que c'est plus précis parce que multinationale donne l'impression qu'une entreprise peut avoir plusieurs nationalités au niveau de la direction. Ça, je trouve que ce n'est pas tellement vrai. Vous regardez les conseils d'administration, regardez les vrais dirigeants, le PDG, le chef financier, directeur de recherche et développement, etc. En France, ils sont très largement français. En Allemagne, la même chose. En Suisse, un peu plus varié, mais pas tellement. Nestlé, c'est bourré de Suisse. Et ça se comprend, parce que ce sont des gens qui ont été à l'école ensemble, qui ont été triés petit à petit pour faire les mêmes prépas, pour entrer, dans notre cas, à HEC ou dans d'autres écoles du business, et qui, socialement, sont très acclimatés et qui savent parfaitement comment manier l'élite en France et sont très à l'aise avec ceux qui gouvernent et ça ne leur pose aucun problème. Vous mettez un Allemand là-dedans, en France, et il va, à moins d'avoir été plusieurs années en France, il va être complètement paralysé et puis ne va pas savoir exactement comment s'y prendre. Et pareil pour un Français en Allemagne. Donc je trouve que c'est transnational parce que, évidemment, elles ont des succursales dans le monde entier, très souvent. Et laissez-moi dire à ce point que je ne parle en aucun cas des PME-PMI. Je parle des très grosses entreprises, les plus grandes du CAC 40 chez nous, et ainsi de suite, que ce soit en Angleterre, et même maintenant, il y en a quelques-unes dans les pays en développement, ou dites en développement. Mais ça reste une occupation très occidentale. Vous citez un rapport de chercheurs de l'École polytechnique de Zurich, je crois, qui travaillent sur les systèmes complexes et qui ont recensé, qui ont fait une sorte de cartographie de ces transnationales, justement. C'est passionnant. C'est plein d'équations, mais je dis tout de suite aux auditeurs, on peut le lire, parce que si moi je peux lire ça, n'importe qui peut le faire. Et on saute les équations et ça ne change pas le sens de ce document qui est un papier scientifique, où, pour la première fois, ils ont pu étudier sur une base de données de plus de 40 000 entreprises qui sont les compagnies les plus interconnectées, en amont ou en aval. Et petit à petit, en réduisant le nombre d'entreprises qui ne sont connectées qu'à une, deux ou trois autres, ils arrivent à faire une carte, oui, on peut l'appeler comme ça, comme si c'était la carte du ciel, avec des toutes petites étoiles qui se voient à peine, et puis quelques supernovas ou quelques compagnies qui ont tellement de liens avec les autres qu'elles sont visiblement les plus puissantes. Et ils mettent, ayant commencé avec 43 000, ils arrivent à mettre 1400 et quelques qui possèdent 80% de l'ensemble. Et puis, encore une réduction à 147 qui ont encore 40% de l'ensemble. Et puis, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis dans l'annexe, mais si vous allez dans l'annexe, vous trouvez les 50 les plus puissantes du monde. Et là, ils disent attention, parce que là, c'est ce qu'ils appellent les entreprises les plus interconnectées, c'est le fil du rasoir. Parce que s'il arrive quelque chose à l'une d'entre elles,
elles sont tellement interconnectées que c'est comme les dominos qui peuvent chuter en ligne. Et sur ce fil du rasoir, nous avons les 50 plus grandes entreprises du monde, dont 48 sont des banques ou d'autres entreprises financières. Alors, ça fait froid dans le dos parce que Lehman Brothers, parce que leur base datait de 2007, Lehman Brothers existait toujours. Mais c'est l'une de ces entreprises très interconnectées. On voit très bien ce que ça a fait quand Lehman Brothers a fait faillite. Et s'il y a une autre de ces énormes boîtes, les interconnexions sont telles que personne ne saura qui doit quoi à qui. Et ça, c'est la recette pour une crise financière beaucoup plus grave que celle dont nous sommes encore dans les effets, oui. Et c'est ça qui me fait le plus peur, mais pas autant que le changement climatique, si je peux changer de sujet, parce que je trouve que là aussi, c'est le monde entier qui est concerné par les activités de ces énormes boîtes. Je ne suis pas sûre que vous ayez changé de sujet. C'est le même sujet dans le sens que nous avons quelques grandes entreprises qui sont si puissantes qu'elles peuvent avoir un impact sur la Terre entière et un impact physique. Ceci n'est pas seulement la transnationalité. Quand on a des entreprises, surtout pétrolières, quelques boîtes de véhicules qui veulent convaincre, en particulier les Américains, que le changement climatique soit n'existe pas, soit n'est pas un produit de l'activité humaine, elles ont ouvert des quantités de boîtes, de think tanks, paient des chercheurs, paient des personnes, des scientifiques, pour mettre des articles dans les journaux. Ils sont des négationnistes, comme on dit pour l'Holocauste. Ce sont des gens qui veulent introduire le doute dans la tête des gens. Ils ont fait le même système pour le tabac. Ça ne tue pas, rassurez-vous, braves gens. Et quand elles sont en mesure de dépenser, comme elles l'ont fait, plus de 500 millions de dollars en 7 ou 8 ans, vous avez maintenant, aux États-Unis, ça n'est pas un sujet. Les gens, effectivement, les républicains ne peuvent pas présenter un candidat à la présidence qui dit ouvertement « je crois au changement climatique et je vais faire quelque chose contre ». C'est absolument inimaginable parce que la base, qui est peut-être mieux informée que ces gens, mais ils ont cette religion qui dit « vous ne pouvez pas en parler parce qu'on n'en sait rien, que la science n'est pas encore décidée ». Mais la science est parfaitement décidée sur ce point. Enfin, c'est aussi exact qu'une vérité scientifique puisse être. C'est comme l'évolution maintenant. On sait que c'est sûr à 99 points tout ce que l'on veut et que ça ne va pas changer. Mais comme les gens sont aussi assez crédules sur des choses scientifiques et ils disent qu'il n'y a pas de preuve absolue, c'est qu'ils ne savent pas que toute vérité scientifique peut être remise en cause et peut être à tout moment falsifiée si on trouve les raisons expérimentales de le faire. Et cet négationnisme a eu son effet. Alors on pourrait dire, s'il ne s'agissait que des Américains, laissez-les cuire, hein. Parce que s'ils veulent absolument continuer, mais comme on ne peut pas séparer les gaz à effet de serre de l'Amérique de celles de la Chine ou de la France, ça veut dire que nous sommes tous les victimes de ces entreprises comme Exxon, comme les frères Koch, qui ne sont pas très connus en Europe et qui dépensent des milliards pour obtenir leur profit en plus. Nous sommes les victimes de quelques très rares personnes et je considère que c'est un crime contre l'humanité. J'essaie de décrire exactement les moyens qu'ils ont pour financer, non seulement les moyens financiers, mais les moyens du secret. Parce que maintenant, on peut faire ça à travers des trusts qui ne déclarent pas qui sont leurs financiers, mais qui donnent à la liste de personnes qui doivent recevoir cet argent et qui le reçoivent sans qu'on sache qui est le vrai donateur. France Culture, Terre à Terre. Ruth Stégassy.
Vous consacrez tout un chapitre au lobby et au méga-lobby, Suzanne Georges. Là, vous avez commencé à les évoquer, en évoquant effectivement tout ce travail qui a été fait pour introduire le doute et l'incertitude. Vous dites bien que c'est une des armes de ces lobbies. C'est certainement pas d'asséner des certitudes, mais au contraire d'instiller de l'incertitude pour qu'on ne soit jamais sûr et pour qu'on remette à plus tard les décisions. Ces lobbies, ça fait maintenant quelques années qu'on en parle, qu'on en entend parler, plus exactement. Et j'ai le sentiment qu'ils sont, d'une certaine manière, toujours aussi opaques. Par exemple, alors je ne sais pas si vous avez la réponse à cette question, mais en lisant votre livre, je me demandais qui sont ces lobbyistes ? Comment sont-ils formés ? D'où sortent-ils ? Parce qu'ils sont des armées, ils sont légions. Ce sont des milliers, oui, que ce soit aux États-Unis ou l'Europe, ce sont les deux sphères que je traite. Ce sont facilement 15 000 à Bruxelles, mais comme on n'a pas de registre fiable, on ne sait pas, ils sont peut-être 30 000. Comment sont-ils formés? Un peu sur le tas, mais il y a aussi des cours de relations publiques. Ils ne vont pas vous dire comment faire le lobbying qui est plus malhonnête que les relations publiques, mais ces techniques peuvent s'apprendre, je suppose, je ne sais pas, je ne me suis pas posé la question. Tiens, c'est une très bonne question. Mais ça peut s'apprendre, soit parce qu'on a rejoint une boîte et on fait des stages et on apprend très vite avec un mentor comment il faut faire, parce que les règles sont assez simples. Je consacre quelques pages à ces règles, enfin, sa petite kit de parfait lobbyiste, et il arrive que l'on ne peut pas dire la vérité sur certains sujets et on sait qu'on va être questionné là-dessus. Alors on fixe les termes du discours et puis on évite les sujets sur lesquels on est sûr de perdre. Alors si vous parlez d'environnement, ben, moi je vais vous parler du chômage et de la croissance. Et je vais vous dire que c'est nécessaire et je pense qu'une bonne partie de la population sera d'accord avec moi. Hélas, donc, ce qu'ils ne diront jamais, c'est que c'est en faisant une transformation environnementale qu'on créerait infiniment plus de jobs qu'avec leurs solutions, leurs soi-disant solutions à tel ou tel problème. Mais les lobbyistes sont, je crois qu'ils apprennent les uns des autres. Et puis, il y a un phénomène qui n'est pas le lobbyiste individuel pour telle ou telle compagnie. Ce sont maintenant ce que j'appelle des méga-lobbies, qui sont ils appellent ça jamais d'ailleurs comme ça, ils l'appellent des instituts ou des conseils. Ou des fondations. Des fondations, des mots très neutres comme ça, mais où on retrouve toutes les entreprises d'une branche donnée et qui sont là aussi transnationales parce que c'est les entreprises françaises en même temps que les Suisses, que les Américaines, etc. Si c'est chimique, c'est ensemble. Si c'est pharmaceutique, c'est ensemble. Et si c'est agroalimentaire, etc. C'est exactement pareil, l'Institut du pétrole. Et là, les stratégies sont... Écoutez, c'est du Clausewitz. C'est comme l'art de la guerre. Et les lobbies, ils savent très bien comment présenter les choses pour que ce soit tout à fait crédible. Et s'il le faut, il y a suffisamment de scientifiques vénaux qui n'hésitent pas à publier quelque chose où on laisse quelques papiers scientifiques de côté, on ne va pas citer les sources qui sont contre votre point de vue. Ce genre de choses est courant maintenant et ça soutient le point de vue de cette industrie. Sur les produits chimiques, c'est très intéressant de savoir qu'aux États-Unis, il y a maintenant un registre de produits chimiques sur lequel il y a 83 000 produits. Et depuis que ce registre existe, depuis quelques décennies, on en a interdit combien ? 5. Parce qu'il faut tellement longtemps pour qu'on arrive à travers la justice, à travers les procès, à travers les longs délais, de changer quelque chose et de dire non, ça c'est meurtrier et vous ne pouvez pas vendre ce produit.
je ne suis pas fan du système européen non plus, mais je dois dire que nous sommes beaucoup mieux que les Américains avec le principe de précaution. Alors naturellement, les Américains veulent se débarrasser du principe de précaution et ils n'hésitent pas à le dire en public. Quand vous lisez les documents qui sont faits par exemple, la Fédération des producteurs agricoles, menée par les OGM et autres, mais c'est l'industrie d'élevage, des cultures spécialisées. Tous disent, c'est la religion, il faut se débarrasser de ce principe de précaution parce que ça nous empêche de vendre nos produits à OGM et ça n'a pas besoin d'étiquette parce que c'est exactement la même chose qu'une autre nourriture et on y croit, enfin c'est l'évangile. Ce qui est très clair, en tout cas, dans votre livre, Suzanne Georges, c'est que la capacité de rhétorique de ces lobbies et méga-lobbies est extrêmement fine, puisque de fait, ils adaptent leur discours selon les cultures locales. Et en effet, un lobbyiste américain qui n'a pas affaire au principe de précaution ne prendra pas les mêmes gants qu'un lobbyiste européen qui en prendra d'autres. Ça ne veut pas dire que certains sont plus doux ou plus amènes dans leur façon de faire, mais en tout cas, ils adaptent. Mais ce qui m'intéresse là, c'est que vous venez d'employer 2 termes religieux, et c'est une des remarques que vous faites que je trouve intéressante dans votre livre, c'est le fait que le néolibéralisme est une forme de théolibéralisme. Oui. Le néolibéralisme, c'est la 4e fois que j'attaque ça dans un bouquin. Je trouve que c'est la grande régression, que nous sommes dans un système entièrement orienté vers le marché, que quand on nous parle de coût-bénéfice, ça ne veut pas dire bénéfice pour la population, pour les citoyens, pour les consommateurs, ça veut dire bénéfice pour les entreprises, que les coûts sont les coûts de la régulation, parce que une autre chose que veulent les Américains à travers le traité US-Union européenne, c'est de se débarrasser d'énormément de régulations, de normes, de barrières. Ils appellent ça des barrières au commerce. Et il faut comprendre que le vocabulaire a été complètement falsifié. C'est pas seulement coût-bénéfice, parce que des gens normaux disent oui, mais les coûts pour la santé, les coûts pour l'état de l'eau ou les gaz émis, ceci a des coûts. Vous ne pouvez pas polluer, c'est pollueur-payeur, vous ne pouvez pas polluer à votre guise, quelqu'un va payer les coûts. Mais c'est ce que les économistes appellent les externalités, n'est-ce pas? Mais les Américains sont pour que les externalités soient payées par le public. Dès que l'on explique un petit peu, mais le vocabulaire est complètement faussé. Alors les gens disent, oui, il faut faire attention aux coûts-bénéfices sans se poser la question, mais coûts et bénéfices pour qui? Autre vocabulaire que je déteste, c'est devenu très commun, je crois que ça commence avec Davos d'ailleurs, et c'est le mot qui est en anglais stakeholders, qui devient en français partie prenante, qui n'est pas du tout descriptif de ce que ça veut dire. Parce qu'en anglais, un stake, c'est toujours à voir avec la finance, avec le commerce, avec un pari. Si j'ai fait un pari sur ce cheval, je dis j'ai un stake dans ce cheval, parce qu'il faut qu'il gagne, parce que ça va me faire gagner. Et partie prenante, c'est... On dirait automatiquement, mais oui, moi je suis partie prenante, je prends vos pilules. Je suis partie prenante forcément parce que je suis quelqu'un qui me sert de vos produits. Mais ce n'est pas du tout ce que ça veut dire. Pour eux, le partie prenant, c'est leur banque, ce sont leurs décideurs, ce sont leurs clients, pas leurs clients individuels, mais les clients sur le marché, c'est tous ceux qui ont un intérêt commercial ou financier à prendre des décisions. Alors quand l'Europe dit « mais nous avons interrogé tous les stakeholders avant de prendre telle ou telle décision », dans le cas du traité, ils ont fait quelque chose comme 127 réunions avec des parties prenantes et 93% étaient avec les lobbies et les très grandes entreprises, les lobbies comme Business Europe, comme la table ronde des industriels européens, mais seulement 7% avec les consommateurs, les syndicats, les groupes environnementaux et ce genre de choses, qui ne sont pas considérés comme de vraies parties prenantes parce qu'ils ne contribuent rien
financièrement. Et au contraire, essaie de freiner ces entreprises sur des questions éthiques, de consommation, de sécurité, etc. Donc ça, c'est pas un parti prenant. Vous écrivez d'ailleurs, Suzanne Georges, on est citoyen, on ne devient partie prenante que s'ils ont décidé de vous accorder ce statut. Voilà. Mais vous serez invité, moi je ne serai jamais invité à faire partie d'un groupe d'experts ou à participer à une réunion quand on décide des choses aussi importantes pour le bilan des grandes entreprises que c'est toutes les négociations qu'on mène en ce moment, ça c'est sûr. Mais je voudrais qu'on continue notre avancée dans cette nébuleuse. On a évoqué les lobbies que tout le monde connaît sans les connaître, les méga-lobbies qu'on connaît moins parce qu'on arrive moins à les repérer, même si effectivement, réfléchissons, on se dit, ah, mais oui, la fondation Bill Gates, par exemple, ou l'Institut... Ça, c'est encore autre chose. Bon, en tout cas, on est effectivement à une échelle supérieure ou différente. Il y a, me semble-t-il, une troisième échelle peut-être encore plus secrète, c'est celle de tous ces bureaux qui, au départ, se présentent comme de simples organes techniques et qui, au fil du temps, ont acquis une sorte d'autorité, de droit que personne ne leur a jamais donné par le biais des urnes. Je pense par exemple à l'IASB, International Accounting Standard Board. Oui. J'aurais voulu poursuivre ce sujet de cette usurpation de pouvoir illégitime parce que c'est très intéressant de comprendre que quand l'Europe s'est formée et quand il était question de faire entrer toute l'Europe de l'Est, ils se sont confrontés à des règles d'économie et de comptabilité complètement différentes d'un pays à l'autre. Alors, paniqués, ils appellent les Pricewaterhouse, les KPMG, les Ernst & Young, etc., c'est-à-dire toutes les grandes boîtes d'audit et de comptabilité qui vendent des plans financiers. D'ailleurs, rappelez-moi de vous parler de LuxLeaks, de ce qu'on vient d'apprendre sur le Luxembourg, parce que ce n'est pas dans le livre. Alors, ces très grosses boîtes d'audit envoient leurs experts qui discutent à Londres et qui disent comment faire des règles de comptabilité universelles pour l'Europe et qui cogitent. Et puis, petit à petit, il n'y a que des professionnels de la branche qui entendent parler de ça. Mais tout d'un coup, il y a un organisme officiel qui est censé faire les règles de comptabilité, non pas seulement pour l'Europe, mais il y a 66 pays dans cette histoire maintenant. La Chine va les rejoindre, tous les BRICS, Brésil, etc. ont le projet de les rejoindre et de suivre les mêmes règles. Alors, vous me direz, mais bon, il faut bien avoir des règles de comptabilité. Je suis d'accord qu'il faut avoir des règles. Mais quelles règles, encore une fois? Parce que ces règles vont influencer profondément les revenus des États. Alors ici, on arrive aux impôts, n'est-ce pas? On sait que les transnationales sont passées maîtres dans l'art d'éviter leurs impôts. Ça, on vient d'en voir encore des preuves. Et les évitant, nous n'avons pas les outils dans la comptabilité actuellement pour mettre le doigt dessus. On ne peut pas dire vous trichez. Comment on peut faire ça? On peut le faire, on sait comment le faire. C'est ce qu'on appelle la comptabilité pays par pays. Ça veut dire que chacun qui a des entreprises dans plusieurs pays, chaque compagnie, est obligé de dire j'ai eu tant de ventes, tant de profits, j'emploie tant de personnes et mon chiffre d'affaires est de ceci et mes coûts pour l'année sont de temps. À ce moment-là, il est très facile pour n'importe quel expert, n'importe quel inspecteur des impôts en France de lire ces comptes et de dire c'est très intéressant de voir qu'il y a eu tant de profits qui est enregistré dans les îles Cayman, par exemple, ou Bermudes. Je ne savais pas qu'il y avait autant de gens qui pouvaient générer un chiffre d'affaires aussi important pour donner lieu à des profits comme ça. Et à ce moment-là, on est parfaitement équipé pour dire à cette entreprise, il nous semble que vous nous devez un petit quelque chose. On ne le fait pas parce qu'on n'a pas l'obligation
de dire ce qu'on a gagné dans chaque pays. On peut dire parfaitement France et puis reste du monde. Mais ce fameux IASB, donc, il s'est attelé à faire de nouvelles normes de comptabilité qui permettent aujourd'hui, j'imagine, de faire cette comptabilité pays par pays. Mais pas du tout. Pas du tout. J'ai écrit à l'IASB parce que j'avais été sur leur site et effectivement, c'est la question que je me posais. Est-ce que vous allez parler de la compta pays par pays? Et on m'a répondu très poliment que personne n'avait demandé ça. Il ne m'avait pas posé la question, évidemment, à moi, et que par conséquent, il n'avait pas du tout le projet d'étudier ce sujet dans l'avenir. Alors ça fait 66 pays qui vont continuer à dire Brésil, reste du monde, Allemagne, reste du monde, etc. Et le LuxLeaks, je regrette beaucoup d'avoir déjà publié quand cette histoire s'est révélée ou que les journalistes, bravo à ces journalistes d'investigation qui ont révélé ce scandale, car c'en est un, mais tous les journalistes ont dit c'est parfaitement légal. Et là, je dis non, vous ne pouvez pas dire ça, parce que ce sont les mêmes grands cabinets d'audit qui leur ont vendu le projet. Voilà, monsieur, pourtant, comment vous pouvez éviter vos impôts. Et nous savons ça parce que devant une commission parlementaire en Angleterre, qui est sur les comptes publics, un monsieur qui était autrefois employé de Pricewaterhouse d'un certain niveau a témoigné devant ce comité en disant, écoutez, on vendait ces plans qui pouvaient supporter un procès juridique, un défi d'un État à 25%. Mais il y avait 75% de chances que ça ne marche pas. Et alors, la présidente de ce comité dit, mais c'est pas possible. Vous vendiez des choses qui légalement ne pourraient pas supporter une charge ou un procès. Dans 75% des cas, si un État a décidé de vous attaquer, il a dit oui, on a estimé que 25% de chance, c'était suffisant. France Culture, terre à terre. Ruth Stégassy. Harmoniser les normes au profit des transnationales, c'est bien. Réussir à en abolir un certain nombre et à les gommer au maximum, c'est encore mieux, Suzanne Georges. Et ça, c'est d'une certaine façon ce travail qui est en train de se faire toujours de manière assez obscure dans le cadre des négociations entre les États-Unis et l'Union européenne sur le TTIP, qu'on appelle également TAFTA. Mais peut-être, avant de parler de ce TTIP, pourrions-nous revenir un peu en arrière, puisque on le sait, le TTIP, en fait, il est issu de l'OMC, et plus exactement de la difficulté que l'OMC a eu à s'imposer. Ce traité entre les États-Unis et l'Europe a une très longue histoire, parce que ça fait 20 ans qu'il est en préparation, et il est en préparation par les entreprises qui, à travers une série d'organisations qui commencent avec quelque chose qu'on appelle le dialogue des affaires transatlantiques, se rencontrent, sont les entreprises qui se rencontrent des deux côtés de l'Atlantique et qui se divisent en groupes par intérêt, par produit commercial, et qui décident de quoi elles ont besoin ensemble. Et donc, les véhicules sont d'un côté, les produits chimiques de l'autre, l'agroalimentaire, etc. Et toutes décident ce qu'elles veulent obtenir. Alors, comment on décide? Je veux bien que si on fait exactement les mêmes tests en Europe et aux États-Unis, c'est pas la peine de faire des duplicata. Ça, tout le monde serait d'accord, je crois. Pour vérifier, par exemple, si un produit n'est pas dangereux pour la santé ou... Exactement. Et si c'est vraiment exactement le même test, on peut dire, OK, vous l'avez testé, nous n'avons pas besoin de le faire. Et d'ailleurs, le slogan de ce dialogue des affaires transatlantiques, c'est « approuvé une fois, accepté partout ». Approuvé par nous, évidemment, les entreprises. Accepté partout, ça c'est la règle. Bon. Si on a dit que c'était bon, c'est bon pour tout le monde. C'est ça, exactement. Alors, la règle, c'est très bien de ne pas faire de duplicata, c'est un coût inutile.
Mais est-ce que c'est la même chose si la voiture de la General Motors a été testée, parce qu'il y a une agence pour ça aux États-Unis, mais que plus d'1 million de ces voitures ont été rappelées parce qu'il y avait des moments où l'allumage se coupait et plus de moteur, plus de frein, plus rien, sur le milieu d'un carrefour. Je suis sur l'autoroute, 13 morts avérés, et probablement beaucoup, beaucoup plus que ça, qu'on ne peut pas comptabiliser formellement selon les règles actuelles. Est-ce que je veux accepter ces voitures en disant « oui, mais vous avez les mêmes tests que nous, pourquoi demander qu'on les teste en Europe ?» J'ai mis dans le livre l'histoire des poulets. C'est pas seulement les poulets au chlore. Beaucoup de gens connaissent les poulets au chlore, mais comment ces poulets sont traités. Et puis, l'histoire vient de se terminer et j'ai appris, pas plus tard qu'aujourd'hui, comment ça s'est terminé, parce que, selon les désirs de l'industrie des poulets, qui est un truc colossal aux États-Unis, on va réduire le nombre d'inspecteurs fédéraux à 1 personne et toutes les inspections vont être faites par le personnel de l'usine en question. Alors, on augmente le rythme du travail, si bien qu'il y aura 140 poulets qui passent par minute. Ça vous fait 3 à peu près par seconde. Alors, si on importe ces poulets, on va trouver n'importe quoi dedans. Parce que l'inspecteur fédéral, qui était présent très très souvent dans ces usines, quand il y en avait des quantités, pouvait arrêter la chaîne à tout moment. Et ça coûtait cher aux industries. Alors ils sont ravis, les industriels, parce que maintenant ils auront économisé plusieurs centaines de millions par an. Alors c'est formidable. Et puis les inspecteurs seront des gens du personnel, avec 3 poulets à la seconde. Des bactéries, du pu, enfin que sais-je. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces poulets ? Et beaucoup de chlore pour essayer de nettoyer tout ça. Alors, mais le chlore, c'est le rinçage final. Alors bon, je ne sais pas si les Français et d'autres Européens ont très très envie de manger ça, mais moi je préfère m'abstenir et je préfère que pour ceux qui sont pas en mesure de payer un poulet très cher, que ce soit évité pour eux aussi. On n'a pas à importer ce genre de produits garantis de temps à autre à vous passer une maladie ou à faire du mal à votre santé. Ça n'est pas admissible. Mais c'est précisément le projet de ce fameux traité, qui n'est pas le premier. Il y en a eu un certain nombre, Suzanne Georges, puisque lorsque les négociations de l'OMC ont commencé à piétiner, les pays les plus riches ont décidé qu'ils n'avaient pas de temps à perdre et ils se sont mis à signer à tour de bras des traités bilatéraux ou multilatéraux. C'est exact. Avec l'OMC, ça a commencé en 1994, le 1er janvier 1995 en fait. Et ensuite, quand ils ont essayé de lancer un nouveau cycle de négociations, ça a piétiné pendant 12 ans. Nous sommes toujours dans le cycle dit de Doha, qui commençait en 2001. Alors, ça s'est éternisé. Et effectivement, on a signé beaucoup de traités bilatéraux. Et dans chacun de ces traités bilatéraux, il y a un certain nombre de conditions qui vont bien au-delà des règles de l'OMC et où, en particulier, si une entreprise estime que ses profits ont été entamés par une action quelconque de l'État, une loi, une décision de justice même, un acte législatif, la compagnie va faire un procès à l'État devant une cour d'arbitre privée, secret, à huis clos, sans appel, où l'entreprise va pouvoir dire « j'ai été partiellement exproprié » ou « je n'ai pas eu un traitement juste et équitable », qui sont des termes tellement élastiques que ça peut vouloir dire une chose cette semaine et autre chose dans un mois. Ça, c'est déjà produit, ça. Ça s'est déjà produit avec l'AMI, c'est-à-dire L''AMI,
accord multilatéral sur l'investissement. Et je dois dire que nous nous sommes débarrassés de ça en 97-18. Et c'était une campagne qui valait la peine de faire. Et on pensait que c'était maintenant classé. C'était dans ce traité-là qui n'a pas été signé. La France s'est retirée et puis tout l'échafaudage s'est effondré. Mais il y a eu déjà des procès contre des États. Mais sous les traités bilatéraux, nous avons plus de 500 cas dont certains ont déjà été décidés et où les pays ont été condamnés à payer de très fortes amendes à ces compagnies qui se sont dit exposées à un traitement non équitable où ils avaient le droit à une stabilité juridique. Ça veut dire vous ne pouvez pas faire de nouvelles lois. Plusieurs cas. L'Équateur, mise en cause par la compagnie de pétrole occidentale. Procès devant des arbitres privés qui condamnent l'Équateur à payer 1,7 milliard de dollars à cette compagnie pétrolière américaine, laquelle voulait forer dans une zone protégée. Mais c'était absolument inimaginable pour elle d'avoir à s'abstenir de forer dans le pays tout entier, là où elle trouvait du pétrole. Alors, procès perdu pour l'Équateur, c'est environ un tiers de son budget d'éducation nationale qui va partir comme ça dans la trésorerie de cette compagnie pétrolière. Alors, la France, la compagnie Veolia, a un contrat avec l'Égypte, avec certaines villes en Égypte pour le nettoyage. L'Égypte augmente le salaire minimum et Veolia fait un procès à l'Égypte qui n'est pas décidé encore parce que, mais mon Dieu, vous avez augmenté le salaire minimum et vous avez entamé mes profits actuels ou futurs. Chaque fois qu'une boîte pense que ses profits actuels ou même futurs seront touchés par une quelconque décision, elle peut porter plainte. Alors, la majorité des cas ont été décidés en faveur des compagnies jusqu'ici. Mais c'est normal parce que les avocats, de part et d'autre, sont des avocats d'affaires. Ce ne sont pas des auxiliaires publics. Ce sont des gens qui ont la capacité d'être avocats cette semaine et arbitres la semaine suivante et qui décident selon leur propre système de pensée qui est l'entreprise, c'est ce qu'il y a de plus important et nous allons donner satisfaction. Mais ce qui est tout à fait surprenant, Suzanne Georges, c'est que ces fameux traités bilatéraux, multilatéraux, en force de loi, ils ont primauté sur les législations nationales. Oui, et même sur la constitution d'un État. Si vous avez signé la Convention de Vienne, vous avez accepté que le droit du traité prime effectivement toute loi nationale. Les États-Unis ne l'ont pas signé. Alors, pourquoi on veut ça dans le traité États-Unis-Europe? Surtout pour se débarrasser de ce qui les gêne, ce qui gêne les Américains, mais qui gêne les Européens aussi. Je ne veux pas donner l'impression que c'est entreprise contre entreprise, parce que les entreprises transnationales sont parfaitement d'accord entre elles, quelle que soit leur origine géographique. Mais se débarrasser du principe de précaution, se débarrasser de ces interdictions d'OGM ou de bœuf aux hormones, ou d'être sûr que si quelque État veut diminuer ses émissions de gaz à effet de serre et que ça leur coûte quelque chose à l'entreprise, qu'elles peuvent être compensées, il y a plein de motifs pour faire un procès et pour le gagner. Et même les procès internes à l'Europe, comme le procès de l'Allemagne, que l'Allemagne subit de la part d'une compagnie suédoise, le procès de Vattenfall, qui est une compagnie de distribution d'électricité. L'Allemagne a décidé de se débarrasser petit à petit du nucléaire.
Alors Vattenfall dit « Ah, mais ça va nous coûter très cher en profit futur. Alors on veut 4 milliards d'euros de compensation. » Ce n'est pas décidé encore, on verra bien. Mais vous voyez que vous ne pouvez pas augmenter le salaire minimum. Vous ne pouvez pas faire une loi sur l'environnement. Vous ne pouvez pas donner une concession ici, mais pas là-bas, etc. L'État est paralysé. Et quand je dis usurpateur, le titre décrit bien cet état de choses, parce qu'on usurpe le judiciaire, on usurpe le législatif, parce que le législatif est complètement coupé de toute possibilité de faire de nouvelles lois et règlements, et même l'exécutif, parce qu'il y a une sorte de chape de plomb qui se met sur l'exécutif, qui dit si je veux une politique justement pour baisser les émissions, si j'estime qu'il faut un système de santé public et pas privé, c'est pas possible de changer parce que vous vous dites oui, mais oh là là, on va avoir 36 procès sur le dos de 36 compagnies différentes. Suzanne Georges, il nous reste très peu de temps. Je voudrais, pour conclure, que vous nous disiez quelques mots sur ces bienfaiteurs de l'humanité qui, à Davos, ont décidé effectivement de remodeler le monde. Ils ont pris l'initiative. Ça s'appelle Global Redesign Initiative. Et il s'agit de réécrire les lois pour l'ensemble de la planète. Oui, à Davos, on se dit aucun gouvernement, aucun groupe de gouvernement n'est capable de résoudre les très grands problèmes, le droit de la mer, l'état des commons, des globaux. Personne ne s'occupe de ces différents sujets qui dépassent les frontières nationales. Nous allons le faire parce que le G8 ou le G20, ils ne vont jamais le faire. Et ils ont réuni des groupes d'études qui ont produit chacun un papier important pour un livre de 600 pages. Et petit à petit, Davos va essayer de mettre ça en place. Et comme le pouvoir qui se réunit à Davos tous les mois de janvier est considérable, qu'il y a un mélange surtout d'industriels à 80-85%, mais aussi des chefs d'État, c'est là où se décident ces choses-là. Et ça, c'est pas mis en place pour le moment. Mais dans le long terme, je pense que Davos poursuit toujours ses objectifs sur très longtemps. Les entreprises n'oublient jamais. Si je ne l'ai pas obtenu aujourd'hui, je vais l'obtenir dans 2 ans. Et on continue à avoir les mêmes objectifs et de travailler de différentes manières pour les obtenir. C'est presque ridicule, non ? Oh, c'est pas ridicule. Il y a des milliards, il y a des centaines de milliards qui sont en jeu. Il y a un pouvoir immense. Il y a la capacité pour ces entreprises d'être le gouvernement de facto de la Terre. La mondialisation ne peut pas se faire sans un gouvernement et ce ne sera pas un gouvernement de personnes choisies ni consenties par les citoyens. Donc, c'est pas ridicule du tout. Je pense que c'est... L'ambition l'est. L'ambition, mais il n'y a pas de limite à l'ambition, comme il n'y a pas, nous l'avons vu avec la crise bancaire, il n'y a pas de limite à la cupidité ou à le désir de pouvoir. C'est une maladie, on peut dire, mais c'est loin d'être ridicule, c'est très troublant. J'espère que ce livre va aider les gens pour comprendre comment ça se passe, parce qu'il faut voir un petit peu dans le détail. On a dit beaucoup de choses, et je vous en remercie, mais on n'a pas du tout exploré la totalité de la chose, parce qu'on ne peut pas agir contre si on n'a pas la connaissance qui le permette. Et j'espère que ce sera de plus en plus un sujet de campagne, parce que qui est intéressé ? Les consommateurs, les environnementalistes, tous ceux qui se soucient du droit, tous ceux qui se soucient de services publics, parce que les services publics sont concernés aussi, tous ceux qui sont dans les fonctions étatiques et qui vont perdre
leur pouvoir petit à petit. Tous ceux qui sont candidats politiques, tout le monde est concerné. Il faut que ça devienne un sujet majeur de nos campagnes et de nos résistances. Voilà pourquoi ça n'est pas ridicule. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la télécharger ou la réécouter sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez également toutes les indications sur la bibliographie de Suzanne Georges et en particulier son dernier livre, Les Usurpateurs, publié aux éditions du Seuil.